Le marché de l'art a moins de 2 siècles d'existence. C'est à la faveur de la contestation du système académique par les artistes eux-mêmes que de nombreux acteurs privés sont venus faire concurrence à la puissance publique. Parmi eux, les galéristes. Aujourd'hui, nous sommes honorés de recevoir pour le Divan dans le monde l'un des plus célèbres d'entre eux, Daniel Templon. Nombreux sont les artistes entrés aujourd'hui dans l'histoire qui ont exposé sur les 6 messes de sa galerie. Comment a-t-il réussi ce prodige? Avec quelle audace? Comment conçoit-il son rôle? De quels artistes de notre temps souhaite-t-il nous parler? Ainsi donc, la psychanalyse ne serait pas recommandée? S'insurge notre collègue Michel Gourlier dans l'actualité de la psychanalyse. C'est parti pour l'émission. Daniel Templon, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation de Studio Lacan à venir nous parler de votre métier, d'un métier que vous exercez depuis presque 60 ans aujourd'hui, comme le disait Marie, et donc le métier de galeriste. Alors, c'est une succession de rencontres et de coups audacieux qui, finalement, progressivement, mais résolument, vous ont relié au monde de l'art à partir du printemps 1966, qui est la date donc de votre première exposition dans votre première galerie, qui est la galerie Simèse Bonaparte, qui était située en sous-sol, rue Bonaparte, sous la boutique d'un antiquaire qui occupait donc le rez-de-chaussée et le premier étage aussi, j'ai l'impression. Alors, et à l'époque, vous aviez tout juste 21 ans. Donc aujourd'hui, la galerie Daniel Templon possède 4 espaces. Vous en avez 2 à Paris, le 30 rue Beaubourg, dont on va parler aujourd'hui dans l'émission, mais aussi à 2 pas de là, au 28 rue du Grenier Saint-Lazare. Et vous avez 2 espaces aussi à l'étranger, l'un à Bruxelles et l'autre à New York, dans le quartier de Chelsea. Alors donc, on l'a compris, vous êtes un des acteurs majeurs du marché de l'art aujourd'hui. Vous avez fait découvrir l'art contemporain en France, tout en n'ayant jamais cessé de promouvoir les artistes français à l'étranger. Je rappelle d'ailleurs à ce titre que vous êtes l'un des membres fondateurs de l'ADIAF, donc l'Association pour la diffusion de l'art français, donc depuis, et que vous œuvrez à l'ADIAF depuis 1995. Donc les artistes que vous présentez, ils sont nombreux, donc il y a les grands noms de l'art américain notamment que vous présentez dans vos galeries, donc Jim Dine, Jules Olitsky, Philippe Bernstein, Robert Motherwell, Frank Serra, mais également des artistes européens, donc François Rouen, Gérard Garouste, Jean-Michel Alberola, Philippe Cognier, que vous montrez actuellement donc rue du Grenier Saint-Lazare. Alors, pour lancer un peu l'émission et avant de retracer les étapes de votre itinéraire remarquable, je voulais vous demander tout simplement ce qu'est pour vous
un galeriste, comment vous entendiez votre métier, comment vous le définiriez. J'ai vu dans le livre, je ne sais pas si on l'a montré donc à l'écran, donc le livre qui est formidable, donc paru chez Flammarion, une série d'entretiens que vous avez accordé à Julie Verlaine. J'ai vu que donc en 1974, vous, dans les colonnes d'Art Presse, au cours d'un long entretien que vous consentiez à Catherine Millet, vous vous étiez expliqué un peu sur cette question du rôle du galeriste, et vous disiez, j'aime beaucoup, donc je voulais démarrer avec ça, vous disiez « Le marchand est presque toujours l'ami des peintres ». Alors ça me plaît parce que vous dites marchand et aussi l'ami des peintres. Vous ne dites pas les artistes, vous dites les peintres. Et je sais que vous aimez beaucoup la peinture. Je vois que vous avez bien résumé le parcours. Donc 66, c'est le point de départ de l'ouverture de cette galerie dans la cave d'un antiquaire de la rue Bonaparte, près de la place Saint-Germain. Pourquoi j'ai ouvert une galerie? Je ne le sais toujours pas. Est-ce une vocation? Je ne pourrais pas répondre de façon très tranchée, oui. Parce que c'est une aventure depuis le premier jour. Quelques phrases. J'ai un parcours assez simple. Un père qui était fonctionnaire à la mairie de Bois-Colombes, qui n'avait jamais mis les pieds dans un musée. Je suis inscrit après le bac en fac de droit à Assas. Je viens de banlieue, Bois-Colombes exactement, pour simplement gagner ma vie. Et puis je fais connaissance là d'un groupe de jeunes poètes qui publiait une revue qui s'appelait Strophe. Il y a eu 6 numéros, comme toutes les revues de poésie. Elles n'ont qu'une courte durée de vie. Et là, je rencontre 2 camarades qui avaient en tête d'ouvrir une cave, d'ouvrir un lieu, en l'occurrence une cave à Saint-Germain-les-Prés, ça s'appelle toujours comme ça, donc ça faisait rêver à l'époque, pour y lire de la poésie. Bon, un des membres de ce groupe, et je le cite parce qu'il est important par la suite, s'appelle Daniel Abadi. Oui, Daniel Abadi. Qui est devenu après conservateur au Centre Pompidou et puis qui a connu son heure de gloire avec la gestion du jeu de paume, où il a fait des expositions tout à fait extraordinaires que le Centre Pompidou ne voulait pas faire. C'est un autre problème. Daniel Abadi qui nous a quittés il y a 2 ans, je crois. Hein. Oui, oui. Et c'est lui qui nous a dit, petit groupe de 5-6 personnes jeunes, pourquoi pas pour ouvrir la cave de cet antiquaire avec des expositions de jeunes peintres. Bon. Je vais voir les lettres françaises. À l'occurrence, je rencontre un jeune écrivain, journaliste, s'appelait Marc-Albert Levin, qui me fait une liste d'artistes que je rencontre les uns après les autres. Il y en a avoir une douzaine, une treizaine, 12, 13, 14. Et j'ouvre cette galerie, donc sans connaître une seule personne dans Paris, dans le milieu de l'art, sans avoir naturellement un franc, puisque j'étais instituteur suppléant à Nanterre. Oui. Et j'ouvre quand même la galerie en étant dans cette cave tous les après-midi, et le matin en étant prof de gym à Nanterre ou dans le 18e ou à Colombes, voilà. Et c'est là où je rencontre Catherine Millet, qui est venue d'ailleurs aussi à Studio Lacan, qui nous a originaire de Bois-Colombes, et on s'est retrouvés dans le même lycée. Bref. Donc elle a participé à cette aventure. Je la cite parce que naturellement, 10 ans de vie commune avec quelqu'un qui après s'est fait remarquer par ses ouvrages. Mm-hmm. Elle a participé à l'aventure de la galerie, mais surtout nous avons créé cette revue qui s'appelle Art Presse en 1972 et qui existe toujours, donc il y a maintenant 33 ans, je dis 53 ans, et dont elle s'occupe toujours. Donc cette cave, comment se faire connaître quand vous connaissez personne? J'ai pensé que le meilleur moyen, le meilleur vecteur, c'était la presse. Mm-hmm. Donc travaillons aux lettres françaises
Qu'est-ce que vous faisiez aux lettres françaises? Correction d'épreuves, des correcteurs d'épreuves. Je n'ai jamais eu une seule heure de formation pour corriger les épreuves, mais j'ai vu comment fonctionnait un journal, puisque c'était au Faubourg Poissonnière, le building qui appartenait au Parti communiste, où ils fabriquaient parce que c'était encore l'époque où on imprimait des lignes de plomb, une par une. Et après, il fallait les assembler, puis les corriger. Donc, quand il y avait une faute d'orthographe, il fallait carrément retirer la ligne et retaper sur la machine la ligne entière. C'était très long, évidemment, mais j'ai vu ce que c'était que le travail d'une imprimerie et la difficulté de travailler où il y avait, je sais pas, plusieurs centaines de gens sur un même étage qui travaillaient à 35 degrés parce que pour fondre le plomb, il faut chauffer, donc bref. Donc, la première exposition a eu lieu en mois d'avril 66 avec ces artistes, pas tous d'ailleurs, que j'avais rencontrés par l'intermédiaire de ce Marc-Albert Lévin, qui était jeune critique qui écrivait dans le journal en lettres françaises et qui travaillait aussi dans cette revue qui n'existe plus, qui s'appelait Simèse. Donc les deux artistes qui sont devenus célèbres par la suite, je les ai rencontrés en 66, mais pour des raisons techniques, ils n'ont pas voulu participer à ma première exposition, et je les cite parce que tout le monde les connaît. Donc c'est Daniel Buren d'une part et François Rouen. François Rouen qui est venu... Déjà bonne pioche. Ouais. Et Buren, je lui ai fait dans les années 80 3 expositions personnelles. Puis après, il est allé ailleurs parce que Buren est un globe-trotter qui aura certainement battu le record du monde du nombre d'expositions dans des galeries et dans des musées à travers le monde pendant 60 ans, voire plus de carrière. Quant à François Roux, j'ai pas pu l'avoir tout de suite parce qu'il était lié à une autre galerie. Mais au bout de 15 ans ou 20 ans, il s'est rendu compte qu'il lui fallait une jeune galerie. Il était à l'époque dans la galerie Pierre Matisse à New York, mais qui était déjà un vieux monsieur, et qui lui a dit, il vous faut quelqu'un de dynamique à Paris. Bon, Templon, il vous veut, il vous aime beaucoup, allez travailler avec lui, c'est parti comme ça. Voilà. Il y a eu une période d'interruption, mais il est revenu parce qu'il a pensé qu'effectivement j'étais le plus apte à défendre sa peinture avec une conviction absolue quant à sa valeur. Donc je peux dire qu'il est certainement un de nos grands peintres français de l'après-guerre. Est-ce que vous diriez rétrospectivement que finalement vous étiez, que votre insolente jeunesse à ce moment-là était un atout, dans la mesure où elle vous permettait de ne pas être encombré par tout un tas de... Donc il n'y avait pas le poids paternel. J'ai un fils qui a 37 ans, 38 ans maintenant, et qui dirige la galerie de New York. Bon, ça ne va pas être facile pour lui tous les jours, parce que quand on porte le même nom, en plus le nom de son père, et que on est obligé d'avoir des rapports professionnels avec lui, en plus des rapports normaux entre père et fils, c'est un peu compliqué, mais il a choisi, donc je peux... Bon, il a eu raison, mais ça ne doit pas être ça. Non, là, moi, je n'étais encombré par rien, ni par la culture familiale, ni par l'aspect matériel de la vie, financier entre autres. Il fallait que je gagne ma vie, très modestement, évidemment, au départ. J'étais complètement libre, oui, ça c'est vrai. Et j'étais plutôt timide à l'époque, si je me posais la question, mais j'ai jamais eu peur de rien. Bon, ouais. Ça, on a du mal à vous imaginer timide, oui, quand même. Un peu. Oui, non, difficile de répondre à une question comme ça. Il y a que les autres qui peuvent vous juger. Enfin, quand j'ai lancé cette idée de fondation dans la fin des années 80, j'ai rencontré de très nombreux chefs d'entreprise, des grandes entreprises niveau CAC 40, pour leur demander de l'argent. Eux me connaissaient pas, j'y suis allé, oui, on va dire au culot, et j'ai été bien reçu partout, que ce soit à Paris, que ce soit, nous sommes même allés au Japon avec François Léotard, nous sommes allés à Los Angeles avec François Léotard. J'ai une parenthèse sur cette fondation, parce que le mot fondation veut dire quelque chose. J'ai découvert à peu près en 72 la Fondation Mag. On avait loué avec eux 4,5 milliers de maisons pendant le mois d'août,
pratiquement au pied de la Fondation Mac. Ça, c'est un peu le hasard. Enfin, on est attiré par la Côte d'Azur et naturellement par la Fondation Mac, qui était pour nous, à l'époque, quelque chose de magique, un des plus beaux lieux du monde. Bah, elle est encore... Oui, mais il faut dire franchement que vous allez à New York, vous interrogez les 4/5e des gens qui sont dans le milieu de l'art, ils ne connaissent pas le nom de la Fondation Mag, le nom de Mag. Peut-être en lisant les livres, ils ne savaient pas qu'il y avait de même un que musée. vous dites, d'ailleurs, vous avez souvent dit que la Fondation Mag a ignoré aussi ce qui se passait aux États-Unis. Oui, alors ça, c'est une autre histoire. C'est une histoire, parce que ce monsieur Mag était né sur la Côte d'Azur, je ne sais pas, Antibes ou à Cannes, mais bon, et qu'il aurait pu naturellement faire venir, parce qu'il avait déjà une réputation forte à l'époque, mais dans le milieu, finalement, le petit milieu européen, faire venir les grands artistes américains. Les grands artistes américains ont tous rêvé d'exposer en France, parce que beaucoup d'entre eux sont venus en Europe à cause de la guerre, ou après la guerre, et donc ils ont tous voulu marquer leur place en Europe, principalement en France, parce que les grands artistes venaient de France, et que c'était aussi pour eux le signe que l'Amérique remplaçait l'Europe. Alors justement, la France. À ce propos, parce que pour rebondir sur ce que disait Marie, en effet, l'insolente jeunesse, vous n'êtes pas encombré, vous n'êtes pas encombré de théories, j'ai envie de dire de clichés sur la question du monde de l'art, et puis survient 1968, qui n'est pas n'importe quelle date on la connaît tous, mais elle est absolument cruciale dans votre itinéraire personnel et non pas et pas du tout pour des raisons politiques, puisque vous dites qu'une fois vous êtes sur les barricades et puis finalement ça vous casse les pieds plutôt qu'autre chose et que vous ne sentiez pas politiquement impliqué. Mais c'est un moment, ce 1968 est vraiment un tournant pour vous. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça? C'est facile de résumer cette période, cette période de ma vie en tout cas. Donc je travaille aux Lettres Françaises, et Lettres Françaises c'était le journal du Parti communiste, Aragon, et il défendait la peinture française, et principalement la peinture abstraite. Donc comme je n'ai eu aucune formation artistique, j'ai cru ce que je voyais et ce que j'ai entendu. Donc la supériorité de la peinture française à l'époque était pour eux incontestable. Il y avait que les grands peintres étaient forcément des peintres abstraits. On parlait déjà Nicolas de Staël, après de Soulages, de Georges Mathieu. Les peintres figuratifs, ils n'étaient pas défendus par les gens qui étaient là à l'époque. Et les Lettres Françaises étaient un journal extrêmement influent. Ça durait jusqu'à la Tchécoslovaquie. Et après, le journal s'est arrêté. Le Parti communiste n'avait plus d'argent pour financer les Lettres Françaises. Bref. Donc tous les 5 ans, il y a à Kassel, en Allemagne, à l'époque c'était à la frontière avec l'Est, une grande exposition qui s'appelle Documenta, qui avait été créée, je sais pas, 10 ans avant, c'est en 68, ou 15 ans avant. Et là, je découvre l'art américain avec tous les grands. Tous ceux qu'on cite aujourd'hui qui sont dans les musées et qui valent des sommes considérables, ils étaient à Documenta, Kassel, 1968. Donc, nous allons à Kassel, Catherine Millet et moi, en voiture, en 2 chevaux, non, c'était une 4L. 4L. Ouais, c'est déjà juste au-dessus. Bon, mais c'était un vrai voyage. Il n'y avait pas d'autoroute, sauf en Allemagne, en France, il n'y en avait pas. Donc on traverse toute l'Allemagne, on arrive à Kassel, et là, on doit y rester, je sais plus, 3-4 jours, et là on s'est dit, mais tout ce qu'on nous raconte en France est inexact. C'est à côté de la plaque. Peinture française ou la peinture de l'école de Paris est dépassée par ces artistes américains. Vous avez Jones, Rauschenberg, Lichtenstein, Warhol, les abstraits Fonstella, Elsource-Kelly, ils étaient tous là. Dunbourg, Rosenquist. Oui, c'est ça le miracle de Kassel 68, ils étaient tous là. Pourquoi ? Parce que, on sait très bien que les Américains, dans le cadre du redressement économique de l'Allemagne et de l'Europe, ils ont voulu en même temps faire passer
leur culture, leurs artistes. Donc c'est eux qui ont payé certainement, parce que l'argent, en 68, les États allemands, les Länder n'avaient pas d'argent, donc c'est l'Amérique qui a payé, comme l'exposition de Rauschenberg à Venise, c'est aussi l'Amérique qui a tout fait pour que ça soit Rauschenberg et pas un artiste français. Donc c'est quelque chose que Nathalie Obadia raconte dans son livre et qui a été documenté. Enfin, Serge Guilbault. Voilà, l'histoire maintenant est connue de tout le monde. 1964, Rauschenberg, c'est le tournement. Donc, et je me suis vraiment dit, c'est pas une invention a posteriori ou une erreur de mémoire, que ces artistes-là, américains, que personne n'avait vu pratiquement en France, il y a eu quelques expositions dans la galerie Zonabon, mais je les montrerai un jour. Et c'est ce que j'ai fait dès que j'ai pu aller à New York, parce que je n'avais pas pu connaître ça forcément, mais aller à New York en 68, 69, 70, c'était comme aller sur la Lune. C'était le pays qui faisait rêver tout le monde, qu'on soit sympathisant ou opposant, politique, culturel, et je n'avais pas les moyens de m'acheter un billet d'avion, donc j'ai dû attendre 72 pour dire je vais à New York, et là j'y vais pour rencontrer un grand artiste qui s'appelle Donald Judd, un des premiers artistes dans la catégorie des minimalistes, et je vais voir dans ce studio, donc j'étais tout jeune, lui m'a pris pour... Voilà, il alors, était jeune aussi, mais enfin, rencontrer Donald Judd... bon, c'est un jeune sympathique, comme ça, tiens, j'ai une galerie à Paris, j'ai pas d'argent, je peux pas vous acheter de sculpture. Mais comment vous faites, justement? C'était possible d'aller rencontrer Donald Judd comme ça? C'était absolument possible, oui, bien sûr, mais tout est très facile avec les artistes. À l'époque, maintenant c'est un peu plus compliqué, parce qu'il y a tellement d'argent en jeu que... ces artistes les plus importants sont contrôlés par leur galerie. Et leur galerie, les galeries américaines, évidemment, 4 galeries américaines contrôlent 50% du marché mondial, il faut le savoir. Donc, Gagosian fait 1 milliard de chiffre d'affaires. À côté, on est ridicule, mais c'est comme ça. La France représente ce que l'on sait aujourd'hui, c'est-à-dire beaucoup moins qu'autrefois, à tout point de vue. Donc, je vais voir Donald Judd, il me dit très bien, une galerie à Paris, bon, vous voulez mes œuvres, je vous les passe, et puis faites une exposition, vous payez les frais, transport, etc. Mais je travaille avec une galerie qui s'appelle Léo Castelli, et donc si vous voulez travailler avec moi, il faut que Léo Castelli soit d'accord. Et je vais voir le lendemain, quoi, Léo Castelli, et... D'abord, il parle français couramment, puisque il est d'origine hongroise par son père, italienne par sa mère, il est né à Trieste, et il parlait les 4 langues principales à la perfection, c'était un littéraire. Il lui-même avait voulu ouvrir une galerie en 39 place Vendôme, et puis la guerre arrive, et donc, comme il était juif, il est parti à New York tout de suite, et puis il est quand même revenu en Europe en travaillant plus ou moins à la CIA, les services secrets, enfin bon. Et il a toujours rêvé d'avoir un point de chute, de contact avec l'Europe, et principalement avec la France. D'ailleurs, sa première femme était d'origine roumaine. C'est Lina Zonaben, qui avait une galerie à Paris, elle, depuis 62. Alors non, elle a ouvert une galerie à Paris dans 63, 3 ou 4, je ne sais plus très bien. Et elle est d'origine roumaine. Bon, et donc, je le rencontre dans sa galerie, qui existe, elle n'existe plus, mais bon, elle est toujours une galerie au 4 East West 77th Street, c'est une adresse historique, et immédiatement, le contact se passe. C'est pour ça que je parle de rencontre. Il aurait pu tomber sur un type désagréable, les petits Français, on s'en fout, et immédiatement, le courant passe. Est-ce qu'il a quel âge, là, Castelli? Il est né en 1907, il est mort en 99, il avait 92 ans. Donc là, on est en 72. Il est né en, vous dites? En 1907. Oui, donc il a... Donc il a 65 ans, enfin un peu... Il les avait déjà, oui, à peu près cet âge-là. Hein, bon. Et vous en avez 23? Ouais. Non, 30. 72, je ne sais plus compter, ça fait 27. Bon, voilà. Enfin, ça reste... Vous êtes encore minutieux. Quand même important. Microscopique. Bon. Bref, il m'a trouvé sympathique, et son fils était très très jeune, il avait, je sais plus, quelques années, 5 ans, 10 ans, donc il n'y avait pas de relation entre lui et son fils, donc il a dû trouver quelqu'un qui correspondait à ce qu'il aurait voulu être à l'époque, c'est-à-dire ouvrir une galerie à Paris et prospérer à Paris. Bref, je parle de Léo parce qu'il est déterminant d'abord sur le plan de l'histoire de
la peinture du marché de l'art aux États-Unis. C'est lui qui a vraiment confié des œuvres de tous ces grands artistes à différentes galeries en Europe. Il y a eu Sperone en Italie, il y en a eu en Allemagne, il y a eu en Angleterre. Mais le vrai lien d'amitié, c'est vous. Ça, c'est moi. Parce que d'abord, sa femme, passons sur l'histoire de la place Vendôme, etc., sa deuxième femme était française, née à Limoges, donc bon. Et comment dirais-je, ses vacances, il les passait dans une propriété privée, enfin il y avait une centaine de villas à Castellarras, entre Mougins et Valbonne, sur la Côte d'Azur. Donc. Et il m'a dit, mais pourquoi tu ne viens pas passer tes vacances là? Et on a loué pendant 20 ans une maison à Castellarras, à 50 mètres de la sienne. Donc pendant 20 ans, et peut-être beaucoup plus, je date en tête, je l'ai vu presque tous les jours au mois d'août pendant 20 ans. Donc on avait un lien affectif réel et profond et sincère. Bon. Et quand j'allais à New York, au début, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il n'y avait pas de téléphone portable. Ouais. Et ça coûtait une fortune de dans la rue. Ça coûtait des fortunes, il fallait mettre des pièces dans la machine. Et donc j'habitais pas loin de la galerie 420 West Broadway, où il y avait le premier building qui s'est ouvert avec 4 galeries. Léo était au premier, Ilana Zanabad était au deuxième, après il y a une John Weber, après il y a André Micpay. Et il m'a dit, bah écoute, tu prends un bureau et puis tu restes là 3-4 jours, tu fais comme chez toi. Donc j'ai eu quand même des avantages considérables et je lui dois une grande partie de, on peut appeler malgré tout sa carrière, ma carrière. Parce que je lui disais, je veux exposer Warhol et il me disait, je répète souvent ça, ben viens choisir. Je veux exposer Rauschenberg, viens choisir. Je veux exposer Liechtenstein, viens choisir. Donc c'était extrêmement facile. Bon, j'ai eu des contacts avec d'autres galeries, mais la principale c'était Castelli. Et c'est là que vous êtes passeur de cet art américain. Ah, ça c'est sûr, oui. Et je pense que ce qui j'ai pu faire, ce que j'ai fait, c'est grâce à Léo, et on va aller aussi avoir découvert ce qu'était la réalité de la création contemporaine à l'époque en 68, d'avoir eu l'idée d'aller à New York, de rencontrer celui, on m'a dit il est très important mais j'en savais pas plus, d'avoir sympathisé avec lui, d'avoir entretenu des liens et surtout d'avoir conservé sa confiance jusqu'à la fin. Oui, on peut dire que si on reprend, donc il y a votre audace, bon, il y a les rencontres bien sûr, mais il y a aussi votre audace, il y a votre ténacité, il y a votre curiosité, et puis vous donnez aussi l'impression d'avoir toujours agi d'une certaine manière à l'instinct, suivant les profondeurs de votre goût. Alors, est-ce que, d'un autre côté, vous diriez que le goût peut se construire? Est-ce que le galeriste participe de la construction du goût? Ça revient à la question... cette question est importante, puisque le métier a changé. Bon, le métier, la vie change tous les jours, tout change tous les jours. La preuve, ouvrir la télévision, et on voit bien que tout ce qui se passe aujourd'hui était imprévisible il y a 15 jours, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Bon. Donc, moi, je suis de l'école de Léo Castelli, pas seulement à cause de mon âge, mais plutôt à cause du fait que on envisageait le métier différemment de ce qu'il est devenu aujourd'hui. Chaque galerie avait ses artistes, 10, 15, 20, qui correspondaient à ses goûts esthétiques. La partie commerciale venait après. Je suis pas naïf, donc c'était... Oui, on est là pour vendre des tableaux, parce que si on ne vend pas de tableaux, on ferme. Ce que vous demande un artiste, c'est de lui vendre ses tableaux, et de vendre ses tableaux, et de vendre ses tableaux. Tout le reste, c'est des histoires, c'est une espèce de... on s'imagine que les artistes... Non, sont des êtres humains comme tout le monde, ils ont besoin de gagner leur vie. Je vais peut-être exagérer en disant la gloire et la fortune, mais il y a quand même ça c'est pas toujours équivalent. Dans leur conscience. C'est pas toujours équivalent, la gloire et la fortune. Non, mais à l'époque, c'est pour ça que j'ai prononcé cette phrase un peu provocante, c'était plutôt la gloire que la fortune. C'était vraiment le Louvre, pour une belle image. Ce qu'on veut, c'est aller au Louvre et rentrer dans l'histoire. Bon, si on gagne en plus beaucoup d'argent, tant mieux. Mais il n'y avait pas de Jeff Koons à l'époque. Jeff Koons ou Daniel Munners, dans les journaux économiques anglais, Jeff Koons, on dit qu'il a entre 300, enfin, je ne sais pas Jeff Koons, mais pour Daniel Munners en anglais, il a entre 300 et 400 millions.
C'est beaucoup d'argent, enfin de livres ou de francs, c'est pareil, de dollars. Oui, au bout d'un moment, on n'arrive plus à compter. Ça n'a plus aucune importance. Ouais. Bon, donc, oui, c'est un business, Damien Hirst. Il a un restaurant, il a... Ouais. Je juge pas ça de son œuvre, hein, mais il est devenu riche et célèbre. Bon. Jeff Koons, pareil. Maintenant, c'est Jeff Koons, on les cite, puisque même Houellebecq, il en parle dans un de ses livres, il ouvre son livre en parlant de ces deux-là. Et donc, le marché aujourd'hui, les galeries aujourd'hui sont contraintes vraiment de gagner de l'argent à tout prix. Parce que d'abord, il n'y avait pas, dans les années 70, disons, les foires. Il y en avait une, c'était Bâle, et puis après Paris, et puis c'est tout. Là, maintenant, je participe à 12 foires dans le monde. Chaque année, encore, il y en a 3 ou 4 qui ne sont pas inutiles, que je ne fais pas, parce que déjà 12, c'est trop. Comment les réduire? Le nombre de foires, parce que ça vous prend beaucoup de temps, et puis ça coûte à la fin beaucoup d'argent, avec une rentabilité quelquefois très forte, quelquefois très faible. Bon. L'époque Castelli et des autres marchands de l'époque, c'était de montrer les artistes en qui on croyait, c'est-à-dire ceux dont on allait parier qu'il allait rentrer dans l'histoire de l'art. Et vraiment, Léo, c'était comme ça. Il n'a jamais été du tout un homme d'argent. Bon. Alors, enfin, j'imagine que c'est difficile à saisir, mais comment vous savez ça? Est-ce que vous pouvez essayer de nous dire Comment vous savez que celui-là, c'est un artiste? Qu'est-ce qui fait que c'est celui-là? Alors, on peut peut-être prendre des exemples. Moi, je voulais justement, comme on est sur la question de la rencontre et la question de l'argent aussi, il y a une petite anecdote sur Roy Lichtenstein, donc découvert par Castelli. Castelli qui a découvert les pop au moment où on ne parlait que d'expressionnisme abstrait et qui montre des artistes figuratifs dont on dira pique-pendre. Bon, mais Roy Lichtenstein, dont j'ai cru comprendre qu'il était l'un des artistes que vous aviez le plus aimé. Et justement, vous racontez que... alors, j'avais envie d'en savoir un tout petit peu plus, et que justement, quand vous lui disiez celui-là et ce tableau, il disait « Ah non, tu parles de ça avec Léo ». La question de l'argent, justement. Mais oui, alors, là aussi, heureusement, les artistes, pour la plupart d'entre eux, respectent les engagements avec leur galerie, c'est-à-dire il y a une forme d'exclusivité. En France, en Europe, il n'y a pas de contrat. Il y en a un sur 50 qui vous dit « je veux un contrat écrit », les autres, il n'y a pas de contrat. C'est moral, c'est un engagement. Donc, si la galerie est plus contente de l'artiste, on se dégage petit à petit. Si l'artiste n'est pas content de ses galeries, je m'en vais. Donc, à la limite, c'est plus simple comme ça. Mais aux États-Unis, comme on ne parle que d'argent, donc la parole on a intérêt à signer des contrats. Ça veut dire que la parole compte en France. Oui, la parole compte, absolument. Donc, on signe il signe des contrats. Alors, par exemple, oui, c'est intéressant parce que je parlais de Donald Judd qui me dit ok, ça coûtait presque rien Donald Judd à l'époque, hein. Donc je suis d'accord pour exposer à Paris, mais il faut que Léo soit d'accord. Et donc pour Lichtenstein c'est pareil, c'est-à-dire que Lichtenstein, il parlait pas beaucoup et moi non plus à l'époque, et donc il me disait ok, tu as envie de ce tableau, tu veux le montrer à Paris, moi je suis d'accord, et tu parles d'argent avec Léo. Et c'était quasi général. La plupart des galeries, ça fonctionnait comme ça. Bon, la chance, c'est que Léo était un homme absolument charmant, et sa phrase préférée, et vraiment, il est authentique, hein, je vous garantis. Alors, son côté italien, noblesse oblige. C'est-à-dire qu'il ne savait pas refuser, enfin, pour de bonnes raisons, naturellement, tout sauf bête. Noblesse oblige. Tu veux? Bon, allez. Moi, ça m'embête, hein, parce que moi, je préférais garder le tableau ici pour New York. Mais bon, allez, tu le prends, noblesse oblige. Et ça, c'est quand même assez rare. Donc, j'en ai rencontré beaucoup. Mais à ce point-là, donc s'il est resté dans l'histoire, dans les mémoires, c'est à cause de ses qualités exceptionnelles, qualités humaines exceptionnelles. Ouais. Alors justement, est-ce que vous pourriez, je rebondis sur la question, oui voilà, est-ce que vous pouvez donner quelques exemples on peut savoir de ceux que vous représentez? Si c'est un bon artiste ou un mauvais artiste, un bon tableau, un mauvais tableau. Le nouveau, j'imagine que la question de... Ah bah oui, parce que si on dit pourquoi Warhol, bon, oui, c'est bon. Tout le monde peut répondre. Il y a des gens qui ont un œil, comme d'autres ont une oreille. Et je pense qu'on n'y peut pas grand-chose. On est tous avec des qualités, des défauts. Alors, dans cette matière impalpable, qui est naturellement l'appréciation d'une musique, parlons pas de livre, c'est encore autre chose, parce que là c'est des mots, mais de peinture, je peux vous citer des noms de gens brillants et
qui n'ont pas d'œil, c'est-à-dire qui regardent même pas. Alors ça, c'est les deux extrêmes. Moi, je regarde tout ce que je peux voir, j'essaye de me souvenir, enfin, je sais pas une décision consciente. Bon. Regardez ce studio Lacan, il y a le point rouge, ça marche. Mais je peux vous montrer d'autres sigles, comme ça, logos, où ça marche pas, parce qu'il y a des gens qui l'ont fait, n'ont pas de goût, ils ne savent pas d'ailleurs. Alors, il nous reste très peu de temps. Pardon, Daniel, mais est-ce que je peux juste vous demander, par exemple, de nous dire, on va prendre au pif, Jeanne Visserial, par exemple, vous allez organiser une exposition. Elle est jeune, elle est française, et voilà, et elle a un travail tout à fait original. Comment vous l'avez rencontrée? Pour un artiste. Moi, je dis toujours, c'est une rencontre. Hein, je crois que M. Lacan, là, il a dit, la rencontre amoureuse, c'est une rencontre de hasard. Et c'est absolument vrai. Les gens ne le savent pas, mais c'est le hasard. Alors après, si ça tient, c'est pour d'autres raisons. Mais bon, c'est le hasard. Avec cette artiste-là, je la prends parce qu'elle a 33 ans et c'est une vraie découverte. Personne ne l'a connaissait avant. Donc, elle est pensionnaire à la Villa Médicis. Il y a une directrice de musée qui est commissaire d'une exposition des pensionnaires et qui me dit, viens voir, il y a des gens intéressants. Première salle, quand vous rentrez dans la Villa Médicis, je vois des sculptures de cette Jeanne Visserial, qui est une Française née à l'Île-sur-la-Sorgue et qui a fait des études de... de design de vêtements. Design de vêtements. Oui, de mode. Et donc, elle fait des sculptures qui sont comme des robes, importables évidemment. Et puis après, elle les monte sur des formes et ça devient un objet rigide. Et j'ai le coup de foudre parce que c'est énigmatique, c'est sensuel, c'est érotique, il y a tout là. Donc, je la rencontre pas tout de suite. Je revois dans une exposition collective une sculpture, et puis après, je dis, bon, est-ce que je peux venir vous voir ? Et donc, je vais la voir, et je lui dis, bah, ça me plaît, je veux vous exposer. Vous êtes sûr ? Oui, elle est tombée de l'armoire, en fait. Et donc, elle n'a pas compris. C'est ça que j'adore dans cette histoire. Elle n'a pas compris. Et là, en espace de 3 ans, elle est devenue absolument célèbre, et elle vend toutes ses œuvres à des prix qui ne sont pas ridicules. Et puis les musées veulent l'exposer. Donc, alors, pourquoi j'ai eu ce coup de foudre-là pour cet artiste ? Ça correspond... quelqu'un qui a écrit, si je ne fais pas d'erreur, la beauté, c'est une somatisation de l'amour. C'est vrai, ça ? Non, je retrouverai la phrase exacte, mais je pense qu'elle est exacte. Bon, on va... Donc, vous y retrouvez quelque chose de vous-même. Les artistes ne parlent que d'eux-mêmes. Faut pas croire, même Soulages, il parle que de lui. Hein. Bon, mais pour des raisons, on n'a pas le temps d'expliquer, mais un jour, il m'a expliqué que, sans que je lui pose la question, que son nom, Soulages, ça veut dire, en latin, soleil agissant. Comme il s'est pris pour le plus grand peintre du monde, j'imagine qu'il est très très haut et qu'il monte jusqu'à la hauteur du soleil. Donc Soulages, c'est soleil agissant. Et à travers le noir, parce que... Quand on a le soleil dans son dos. Alors, là aussi... donc, non, mais l'artiste ne fait que de parler de sa vie. Et il y a des gens qui ont une vie intéressante, donc ils peuvent raconter des choses bien, si en plus ils ont du talent. Puis il y a des gens qui essaient toute leur vie professionnelle, la peinture c'est un métier, de faire quelque chose de bien, mais comme ils n'ont rien à raconter, l'œuvre est pauvre. Alors... Je pense qu'il y a des communications d'inconscience, il paraît que oui, je crois. Et donc ça passe parce que vous y retrouvez dans ce que le tableau, la sculpture que vous avez en face de vous, quelque chose qui est déjà en vous, sans que vous le sachiez pour la plupart du temps. Hein. Pourquoi j'aime cette œuvre de François Rouen, son œuvre en général, j'aime autant Albert Holla, j'aime Cogniet, j'aime Garouste, mais pour des raisons différentes. Mais celui qui est le plus peintre dans une ligne historique abstraite française, en tout cas française, à cause du goût, c'est François Rouen. Voilà. Celui qui est celui qui m'attache le plus intellectuellement, c'est naturellement Gérard Garouste, avec ses histoires fantastiques autour de la Bible. Il fait des tableaux inspirés de textes de la Bible.
pourquoi en 2020, il va chercher des sujets bibliques qui n'ont rien à voir avec l'actualité, rien à voir. Ça correspond à ses fantasmes à lui, bien sûr. Alberola, c'est le plus intellectuel des peintres, c'est celui qui me touche le plus, mais sur un autre registre, celui de la marginalité, de la poésie. Donc on revient à la poésie des débuts. Voilà, on revient à la poésie. Bon. Donc il faut jamais écarter cette dimension. Et puisqu'on parlait du marché, le marché aujourd'hui est dominant. Alors c'est à la fois très bien parce que ça permet aux artistes de vivre mieux que ceux de l'époque qui avaient vraiment 3 sous, mais en même temps c'est une contrainte et on s'éloigne un peu des objectifs du début de la génération Castelli, qui à savoir c'est un métier de passion avant d'être un métier de marchand. Et peut-être que c'est pour ça qu'on a abandonné chez nous, à tort ou à raison, le mot marchand, parce que nous sommes des dealers, nous sommes des marchands d'art, des marchands de tableaux pour galeristes. Très bien, on va s'arrêter là, cher Daniel Templon, en vous remerciant beaucoup, puisqu'effectivement vous répondez à la toute fin à la question que je vous ai posée au début, la citation de votre article avec Catherine Millet en 1972, 74. Merci infiniment. J'espère que vous reviendrez pour qu'on continue, parce que c'est une longue aventure. Et nous allons passer donc à notre rubrique l'actualité de la psychanalyse avec notre collègue Michel Grolier. Michel Grolier, bonjour. Vous êtes psychanalyste à Rennes. Vous êtes professeur émérite à la faculté de Rennes 2 de psychologie. Et vous allez nous parler sous cette exclamation à laquelle vous n'êtes pas indifférente. Alors, la psychanalyse ne serait pas recommandée. Voilà, en effet. Cette phrase me revient souvent, notamment dans le champ de l'autisme, voire dans les autres troubles dits associés. D'abord parce que l'autisme est un de mes champs de recherche en tant qu'universitaire, notamment à partir de mon travail sur le langage, mais aussi parce que je préside des associations de gestion d'établissements médico-sociaux susceptibles d'accueillir des enfants liés à risque autistique ou des TND, troubles neurodéveloppementaux. Cette phrase, elle me revient de façon plus ou moins agressive, je dirais, par des associations, par des représentants des tutelles. Elle a pris racine dans l'évaluation de mars 2012 par la Haute Autorité de la Santé, une évaluation qui s'appelait Autisme et troubles envahissants de développement, intervention éducative et thérapeutique coordonnée chez l'adolescent. Il est intéressant de savoir que ce travail va être repris. Notamment, il y a une note de cadrage qui est sortie en mai 2023 qui prévoit la réalisation d'une nouvelle étude qui anticipe de futures recommandations, mettant à jour les données de 2012. Bon, ces données de départ étaient prévues pour décembre 2024. Je suppose qu'elles vont bientôt arriver. Alors, et justement, est-ce que vous pouvez nous dire quelles étaient ces recommandations de 2012 ? Alors oui, si on se reporte à 2012, on pourrait noter d'ailleurs que l'orientation psychanalytique n'apparaissait pas pour les enfants de moins de 4 ans. Alors pour les plus de 4 ans, il y avait proposé 3 niveaux qui sont liés à la façon dont travaille l'HAS. Je précise d'emblée qu'en l'absence de données suffisantes de ces études, il s'agit d'un consensus d'experts et non pas de recommandations tirées des publications. Alors nous avons les interventions dites recommandées, qui sont variées, éducatives, pédagogiques ou de thérapie ciblée. Et à ce niveau-là, il y avait trois approches qui étaient notées B et C, puisque non véritablement concluantes au niveau scientifique. Alors il s'agissait de ABA, Teach et d'Inver. La première centrée sur les comportements, les 2 dernières étaient plutôt de type développemental. Puis nous avions les interventions globales non consensuelles, où sont situées les approches psychanalytiques et la psychothérapie institutionnelle. Je précise, comme il est écrit dans les recommandations, l'absence de données sur l'efficacité et la divergence des avis exprimés ne permettent pas de conclure à la pertinence des interventions fondées sur ces approches. Voilà, donc c'est l'absence de données qui conduit à ça. Et puis les interventions globales non recommandées, il y en avait en effet, il y en avait 7. Dont une a d'ailleurs tenté de repasser les échéances l'année dernière et qui s'est fait de nouveau jeter, c'est les 3i.
Donc depuis 2012, cette petite musique se fait entendre dans le champ de la santé et du handicap. Oui, cela va avec la montée d'une revendication à se référer à la science. En 2018, le premier item de la nouvelle stratégie nationale autisme et neurodéveloppement, elle démarrait par cette phrase « Remettre la science au cœur de la politique de l'autisme ». Alors cela interroge sur ce qu'on entend par l'usage du mot science, évidemment. Dès 2009, le National Institute of Mental Health aux États-Unis a remis en cause le projet DSM, qui n'a pas répondu à l'espoir de mettre en évidence les causes des maladies mentales. Donc il a été décidé de lancer le RDoC, on pourra vous donner l'acronyme plus tard. Au RDoC, l'enjeu est similaire au projet de décodage du génome humain dont tout le monde a entendu parler. Là, il s'agit de décrypter l'ensemble du fonctionnement cérébral en croisant neurosciences, génétique et sciences cognitives. L'hypothèse est que l'ensemble des troubles relèvent d'un dysfonctionnement neurodéveloppemental. Et si vous lisez les différentes recommandations de la HAS, le terme qui insiste, qui revient sans cesse, est celui de fonctionnement. Les traitements doivent viser le développement du fonctionnement de l'enfant et l'acquisition de comportements adaptés. Il est écrit ainsi dans les recommandations de 2012. Ainsi s'opère un glissement. La science va traiter l'humain via son fonctionnement. Plus exactement, elle va repérer les dysfonctionnements et tenter de les traiter. On a l'exemple du malentendu qui porte sur ce que l'on nomme intelligence artificielle, qui vient renforcer cette idée d'un cerveau-machine et d'un humain programmé. Mais n'oublions pas qu'en anglais, l'intelligence, dans ce cadre, renvoie à la notion d'information et de renseignement, la CIA notamment. Les intelligences artificielles traitent des masses d'informations et de façon de plus en plus complexe. Le fait de copier le modèle neuronal pour améliorer ce traitement rencontre un certain succès, mais cette fonction n'est pas symétrique. Ce fabuleux traitement de l'information ne nous dit rien de la capacité à penser de l'humain. Alors, ce que vous nous dites ici évoque l'analyse de quelqu'un, l'analyse du phénomène qu'a faite François Gonon, qu'on avait invité justement dans Studio Lacan, et dans son livre Neurosciences, un discours néolibéral, il en parlait. Tout à fait, oui, c'est un ouvrage important, je pense, puisque François Gonon est un directeur de recherche émérite du CNRS qui a beaucoup travaillé sur ces questions. Nous nous situons là, comme il le note lui-même, au niveau d'un commerce basé sur les promesses. Toujours repoussées, ces promesses, mais constamment renouvelées. Il est amusant de constater qu'au sein du groupement hospital universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences, qui accueille l'Institut Neurosciences parisien, au lieu de la recherche scientifique, eh bien, nous retrouvons promu la SM13 et son service, orienté par la psychanalyse, ainsi que le centre psychanalytique du groupement hospitalo-universitaire de Paris, avec l'Institut hospitalier de psychanalyse de Sainte-Anne et le centre psychanalytique Smirnov. Donc on voit qu'au milieu de ce champ dit scientifique, la psychanalyse trouve sa place. Et oui, nos institutions s'orientent de la psychanalyse pour accueillir des enfants en difficulté. Ça ne veut pas dire que nous pratiquons la psychanalyse avec eux. Nous sommes attentifs à ce que du langage affecte ces sujets. Comme le dit notre collègue Dicciaccia, l'autiste est aussi dans le langage, mais pas dans le discours. Donc sans possibilité de se débrouiller des liens sociaux qui s'instaurent entre les êtres parlants. Donc ces institutions s'attachent à accompagner chaque autiste qu'elles accueillent en tant que celui-là est affecté d'une manière spéciale par le langage. C'est ça ? C'est ça. Avec la psychanalyse, nous ne cherchons pas à faire fonctionner l'enfant, mais nous essayons des modalités de se faire partenaire de l'enfant autiste pour permettre à la parole de passer et d'être écoutée. Une offre faite à l'enfant pour créer une possibilité de s'inscrire dans le lien social, de s'humaniser. Nous ne considérons pas l'autiste comme déficitaire, en quoi nous rejoignons les mouvements dits neurotypiques qui considèrent l'autisme comme une différence. Mais nous notons que c'est une différence que nous constatons souvent envahissante dans nos institutions. La vérité actuelle de la science, c'est qu'elle ne nous apprend pas grand-chose de l'autisme et ses causes. Avec la psychanalyse, si nous avons des hypothèses sur les causes, nous nous attachons d'abord à accompagner ces enfants sur le chemin de la civilisation, à ce qu'ils trouvent avec nous comment supporter ce monde qui leur paraît si désordonné. La psychanalyse parie sur le sujet et son désir, sur la prise en compte de la singularité la plus radicale.
et ne confond pas l'humain avec la machine. Merci beaucoup Michel Grenier pour cet éclairage et ce rappel de ce qui fait la spécificité de la psychanalyse. Alors notre émission est terminée. Merci de l'avoir suivi et nous vous donnons rendez-vous pour un prochain Studio Lacan la semaine prochaine.